YouTubiens, YouTubiennes, bonjour. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe, c'est dramatique. Nous avons failli. Nous avons chu. Nous sommes tombés. Nous avons trébuché. Car oui, vendredi dernier, nous avons commenté l'actualité politique et nous avons fait l'impasse sur l'interview du chef de l'État, Emmanuel Macron, interview sur le soutien français à l'Ukraine. Bien sûr, nous sommes partis du principe que sur ce stream, nous commentons la politique française. Nous nous étouffons, vous le voyez, sur la politique française régulièrement. L'international, ça n'est pas pour nous. Nous étions, nous dit. L'international, c'est pour les autres. Nous nous sommes exclus de cette interview à tort. À tort car oui, oh oui, elle valait la peine d'être écoutée. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Bien, bonjour YouTube, bonjour, abonne-toi bien sûr. Hein. Mets un pouce bleu, mets un commentaire, ton emoji favori, bref, fais-nous monter dans les référencements. On est à 47 000 abonnés, 3 000 abonnés de l'objectif des 50K. Faites plaisir à mon monteur. Moi, vous savez, les chiffres, c'est pas trop mon truc. Vous voyez, moi, je ne me bats pas sur les audiences. Vous voyez, certains, par exemple, se battent pour être top 3, top 2, top 1 des audiences françaises. Vous voyez, nous, c'est pas notre cas. On ne sait même pas où on en est. Vous voyez, on regarde pas trop les chiffres. Voilà, c'est pas notre truc. Mais Pemph, mon monteur, voilà, j'ai le regret de vous dire que lui, il a une petite addiction aux chiffres. Voilà, après, chacun ses difficultés. Et c'est vrai que voilà, Pemph se lamente chaque soir. Chaque soir, il m'envoie des messages privés désespérés en me disant « Clément, rends-toi compte, nous n'en sommes qu'à quelques milliers des 50K. S'il te plaît, demande-leur de s'abonner. » Voilà, ne le faites pas pour moi. Faites-leur pour Pemph, mon monteur, vous le rendrez heureux. Qu'est-ce que c'est après tout? Un clic pour le bonheur d'un homme. Bon allez, on avance bien sûr. Voilà. La diffamation en direct. Non mais j'ai le droit. On a un accord avec on a un accord avec Pemph. Lui, il fait mes vidéos. Moi, je le discrédite. Voilà, l'accord est vraiment très, très précis. Bien. Alors, nous sommes Pemph. Allez, on avance. Évidemment, mesdames, messieurs, nous allons parler aujourd'hui de l'interview d'Emmanuel Macron. On est un peu en retard, mais même un peu en retard, ça vaut le coup de revenir sur cette interview incroyable. Jeudi soir dernier, en direct sur TF1 et France 2 en même temps, interview du chef de l'État. Souvenez-vous, quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron, quelques jours plus tôt, avait affirmé qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Il prend la parole devant les Françaises et les Français, TF1, France 2, pour préciser sa position, justifier son point de vue. On va pas se faire toute l'interview, on va juste se faire le début de l'interview. Attention, si vous ne l'avez pas vu, cette séquence va vous étonner. Nous sommes au tout début de l'échange entre Emmanuel Macron et les journalistes de TF1 et France 2, au tout début de l'échange sur l'envoi de troupes en Ukraine. Écoutez bien. Voilà, donc évidemment, faux départ. Écoutez bien. De vous lever à la fin de cette interview. Oh! France 24, pas toi, pas comme ça. Oh non, pas comme ça, Zinedine. Pas après tout ce que t'as fait. Oh, ils ont pas mis le début. Ils ont pas mis le début. Oh, les kékos. Les kékos. Oh, ça me rend... Oh, ça me dégoûte. Ah, oh, vraiment, ça me... Alors, attendez. Alors, attendez, du coup, faut que je cherche maintenant. Alors, vidéo de plus de 20 minutes. Vidéo cette semaine. Et je vais juste... Ah putain, évidemment... Ah ouais, non mais... Ah! Attendez, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Heureusement, vous ne le voyez pas. Je vais juste mettre Emmanuel Macron. Voilà. Toc. Alors. Ah. Ah bah très bien, voilà. Ah bah voilà, il fait... Ah, super. C'est bon, c'est bon.
On est reparti. En plus, on n'a pas l'habillage dégueulasse de France 24. On est très content. Écoutez bien ce début d'interview légendaire d'Emmanuel Macron par... Alors, c'est Gilles Boulot et à sa droite, à la droite de Gilles Boulot, j'imagine que c'est Anne-Sophie Lapix. Vous allez me confirmer. J'imagine que c'est Anne-Sophie Lapix à côté de Gilles Boulot. Oui, c'est ça. Hein. Interview d'Emmanuel Macron par Gilles Boulot, Anne-Sophie Lapix, TF1, France 2, en direct, jeudi dernier. On parle du soutien de la France à l'Ukraine. Écoutez bien ce début d'entretien légendaire. De vous exprimer dans les 20 heures de nos deux chaînes pour clarifier votre position sur notre engagement aux côtés de l'Ukraine. Alors, le 26 février, après une conférence internationale, vous avez sidéré tout le monde en refusant d'exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Vous avez quelques jours plus tard appelé les Européens à ne pas être lâches. Enfin, vous avez affirmé qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge au soutien français à Kiev. Alors, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Alors, nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Mais je pense que ce qui est pas question de vie ou de mort. Être assis ou debout, non, n'est pas une question mais de vie ou de mort. d'abord, il y a une gradation, et ça dépend où on le fait. Je fais cette comparaison pour expliquer ce qu'est ne pas exclure des options, et il y a une raison de ne pas le faire. Et la position qui consiste à dire simplement ce qu'on fait et nous donner des lignes rouges. Quelle est la situation? Depuis... C'est vraiment OSS 117. C'est du François Hollande parlant anglais, mais en français. C'est vraiment du OSS 117. C'est vraiment ça. Alors, évidemment, on... Alors j'aime bien parce que là, je vois bien, c'est limite du Jean-Claude Van Damme, absolument. Là, je vois tous les membres du chat qui n'avaient pas vu la séquence avant et qui s'étonnent un peu. Alors, on va revenir en arrière. Alors, c'est quand même incroyable. Alors, on va décrypter ça. Hein. On va décrypter ça. C'est quand même incroyable. Alors, ce qui est fou, c'est que avant de réécouter, parce qu'on va réécouter, c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire, bien sûr. Avant de réécouter, on va rappeler qu'on est dans les premières secondes de l'interview. Il répond à une question qu'il pouvait anticiper, c'est-à-dire, affirmez-vous, ou plutôt, confirmez-vous, voilà, il répond à une question qu'il avait anticipée. Confirmez-vous que vous n'excluez pas d'envoyer des troupes en Ukraine? Cette question, c'est même pas qu'il l'avait anticipée, c'est qu'il est venu à la télévision pour répondre à cette question-là. Donc là, ce que vous allez voir, c'est préparé. Il l'avait réfléchi en amont. C'est pas un truc qu'il a bricolé là en 2-2. Vous voyez, c'est pas un truc qu'il a bricolé en 2 secondes avec ce qu'il a pu pour répondre à une question qui l'a un peu étonné. Non. Il a travaillé ça. Il a réfléchi et il s'est dit voilà, je vais répondre comme ça. Alors on réécoute, hein, attention. Hein. Enfin, vous avez affirmé qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge au soutien français à Kiev. Alors, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. À chaque fois, ça marche à chaque fois. À chaque fois, on peut se le remettre. Vraiment, à chaque fois, ça va être garanti. C'est garanti, hein. Comme on dit, c'est garanti. À chaque fois, OSS 117 évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, mesdames, messieurs, ce à quoi vous venez d'assister porte un nom. C'est bien sûr une allégorie. Alors, attention, ça n'est pas qu'une métaphore, hein.
Une métaphore, c'est une comparaison qui porte sur un seul mot, bien sûr. Hein. Ça, c'est la définition d'une métaphore. C'est une comparaison entre deux choses qui se ressemblent d'une manière ou d'une autre. Comparaison qui porte sur un seul mot. Si tu dis, comme l'ancien slogan publicitaire, je crois que c'était Esso, évidemment, les stations-service Esso, je crois que c'était Esso. Mais en tout cas, peu importe. Si tu dis « mettez un tigre dans votre moteur », la métaphore porte sur tigre. Toute l'image est contenue en un mot, un seul. Bon, vous voyez ? Si tu dis comme le général de Gaulle, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, toute la métaphore porte sur le mot flamme. Vous voyez, la métaphore porte sur un seul mot. Ce que fait ici Emmanuel Macron, c'est un peu plus technique. D'ailleurs, c'est pas très bien maîtrisé. C'est ce qu'on appelle une allégorie. L'allégorie, c'est une comparaison qui porte sur plusieurs termes, en l'occurrence, qui s'étalent sur tout un segment de texte. Ok ? Donc, l'allégorie, c'est une petite histoire qui porte un sens concret, une petite histoire qui porte un sens concret, mais derrière lequel, voilà, une petite histoire qui porte un sens concret, mais derrière lequel on peut distinguer un sens allégorique, c'est-à-dire un sens imagé, un autre enseignement que l'on peut dégager de cette petite histoire tout à fait concréto-pratique. Donc, les fables de La Fontaine sont des allégories. Les paraboles religieuses sont des allégories. La fable de La Fontaine, c'est à la fois une petite histoire tout à fait sémillante entre un corbeau et un renard, mais c'est aussi une histoire allégorique, un sens allégorique, une réflexion allégorique sur, bien sûr, les dangers de la flatterie. Voilà, ça c'est ce que tente de faire, bien sûr, Emmanuel Macron. Il tente de dresser une allégorie. Alors, cette allégorie, elle a plusieurs difficultés, elle a plusieurs problèmes. Vous voyez, il y a plusieurs endroits où on peut légitimement hausser un sourcil. Vous voyez, premier problème, c'est que premier problème, et non des moindres, c'est que cette allégorie, elle est... Voilà, elle est éclatée, mais qu'est-ce que c'est que cette allégorie de merde? Vous êtes levé à coup sûr, vous êtes assis à coup sûr, vous n'excluez pas de vous lever, bravo, hein. Et alors ça c'est quand même pas mal, vous voyez, chez un homme qui se pique de culture classique, dont on nous vante évidemment la sensibilité littéraire, un homme dont on nous dit qu'il dévore la lecture, qu'il dévore les romans, qu'il est passionné de théâtre, qu'il navigue bien sûr au milieu des grands auteurs dans un imaginaire littéraire qui n'a rien à envier à qui que ce soit, c'est-à-dire un imaginaire littéraire des plus féconds, bien sûr. Cet homme, devant argumenter quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire le soutien de la France à l'Ukraine, vient nous sortir l'allégorie la plus pétée de l'histoire des allégories françaises. Bah, si t'es assis, tu vas te lever. Oh, c'est tellement nul, c'est tellement ringard, c'est tellement le degré zéro c'est le degré zéro vraiment de l'imagination littéraire, c'est le degré zéro de la sensibilité artistique, c'est-à-dire que pardon, non mais ah, j'en peux plus, honnêtement, enfin je veux dire, moi, j'ai un étudiant. Je donne des cours de rhétorique encore à Sciences Po. Bon, j'ai un étudiant, un de mes étudiants de Sciences Po, qui me sort en exorde, c'est-à-dire en introduction de son intervention. Je vous rappelle que l'exorde, l'introduction, l'accroche d'une intervention, fût-ce l'accroche d'une interview, c'est quand même le moment où tu dois capter l'attention et la bienveillance de ton auditoire. La fameuse captatio benevolentiae dont parlait Cicéron à l'époque, tu vois. C'est le moment où tu dois capter ton auditoire. Tu dois le prendre par la main et lui donner confiance dans la suite de ton intervention. Bon, moi, j'ai un étudiant qui, en exorde de son intervention, me fait « Mesdames, messieurs, là, vous êtes assis et vous excluez pas de vous lever. » Tu vois, il a pas la moyenne. Enfin, je veux dire, pardon, il a pas la moyenne. À la fin, je lui dis « Bon, écoute, c'était intéressant, ne le refais jamais. » Bon, donc voilà, donc... On commence déjà par dire que, en termes
En termes d'univers métaphorique, c'est d'une pauvreté vraiment abyssale. Hein. Tu peux pas faire moins riche, tu peux pas faire moins évocateur. Enfin, je veux dire, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, à la fin de son premier quinquennat, qui, dans une interview sur TF1, je crois, dans une interview, annonce sa réélection, annonce le fait qu'il se représente, qu'il brigue un deuxième mandat. Souvenez-vous de la métaphore employée par Nick. Ah bah tenez, regardez, vous savez quoi ? On va la chercher en direct. Non, vous ne voyez rien, c'est bon. Alors, on va la chercher en direct. Hein. Attention, là on est parti. Je n'avais pas préparé cela, mais allez, pourquoi pas. Alors, Nicolas Sarkozy, comment annonce candidature, 2012. Ok. Ok, je l'ai sur Le Figaro. Je l'ai... Ah non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Attendez, hein, je regarde. Ouais, mais là, ça va être court. Ça va être trop court. Alors, attendez. Hein. Bon, on se le tente. En 40 secondes. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Ok. Je pense que c'est bon. Alors, écoutez. Nicolas Sarkozy annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. Il était président de la République. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision? Depuis plusieurs semaines. Pourquoi l'avez-vous prise? Je l'ai prise parce que la situation aujourd'hui de la France, de l'Europe et du monde, qui connaît depuis 3 ans une crise absolument sans précédent, je devrais dire une succession de crises sans précédent, fait que ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français, ça serait comme un abandon de poste. Est-ce qu'on peut imaginer le capitaine d'un navire dont le bateau serait en pleine tempête, dire ben non, je suis fatigué, je renonce, j'arrête. Est-ce que vous avez accepté? Voilà. Alors oui, donc ça. Alors, comment dire, en rhétorique, c'est ce qu'on appelle un cliché, bien sûr. Hein. Le capitaine dans la tempête qui va pas abandonner son poste et qui tient la barre, c'est un cliché. Donc, bien sûr, c'est claqué au sol au dernier degré. Évidemment, aller ressortir un tel cliché littéraire pour l'annonce de sa seconde candidature, c'était déjà cruellement insatisfaisant. C'était vraiment d'une pauvreté métaphorique, en l'occurrence allégorique, hein, parce que c'est aussi une allégorie ce que fait ici Nicolas Sarkozy. C'était déjà d'une pauvreté allégorique coupable. Mais pardon, je ne résiste pas. Mais en Ukraine. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. Donc, vous voyez, on est passé quand même du capitaine dans le navire à... Bah là, t'es assis, tu vois. Bah derrière, tu vas te lever. Ah, bon, donc... Voilà, donc évidemment, premier élément d'analyse, bien sûr, c'est éclaté au dernier degré. Il n'y a pas le début du commencement d'un atome de sensibilité littéraire, le tout chez un président dont on nous a pourtant vanté, précisément, dont on nous a vanté l'ancrage dans la grande littérature et l'horizon imaginaire forgé par les grands auteurs. Bon, vous voyez donc... on commence par le commencement, c'est-à-dire que c'est très mauvais. Bon, mais c'est très mauvais sur la forme, c'est très mauvais sur la dimension imaginaire. Putain, la pub, bah c'est pas mal. Pub au bon moment, pub, j'attends. Pub au bon moment, pub, j'attends. Hop, la suite de l'analyse juste après. Voilà, c'est très bien, parce qu'il faut absolument... Oh là là, terrible. Attendez. Hop, mon pack Kun, j'ai bougé pack Kun. Ça ne va pas. Hop, toc, voilà, c'est bon. 2 minutes 30 de pub. C'est l'heure de parler skier. Non.
c'est l'heure de passer aux toilettes. Ne bougez pas, bien sûr. Restez présents. Je vous laisse avec... Tiens, je vous laisse avec la musique de... On va partir sur de la musique de Binding of Isaac, puisqu'on était là-dessus. Allez, je vous laisse avec la musique de The Binding of Isaac, par Ridiculon, bien évidemment. Je reviens dans 2 minutes, le temps de me faire un café et de passer aux toilettes. À tout de suite! Hop là, regardez-moi ça. C'était express. Toc. Uber Eats est arrivé? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, le café nouveau est arrivé. Ainsi que la nouvelle tasse infusion. Alors on est sur une petite infusion, bien sûr. Infusion Yogi Tea. Voilà, avec un précepte en allemand derrière. Alors je sais pas quoi faire de ça.
Voilà, café court sans sucre, tout à fait, évidemment. Et non, bien sûr, ici on est team café noir, bien sûr, bref. Alors, on revient sur cette métaphore hallucinante d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, avant la pub... Noir comme mon âme, exactement. Souvenez-vous, avant la pub, nous avons établi que la métaphore proposée par Emmanuel Macron pour expliquer la position française vis-à-vis de la guerre en Ukraine, on a établi que cette métaphore était éclatée d'un point de vue littéraire. Bon, nul, zéro, la bulle, mais peut-être sur le fond est-elle pertinente? Peut-être sur le fond permet-elle précisément de donner à comprendre la position tout à fait fine et ambiguë d'Emmanuel Macron, une position volontairement ambiguë, bien sûr, l'ambiguïté stratégique revendiquée par le président de la République. Vous voyez, peut-être cette métaphore, cette allégorie plutôt, peut-être cette allégorie permet-elle de mieux comprendre la position française, diplomatique, du président de la République. Eh bien, réécoutons encore son allégorie pour savoir quoi en penser. En Ukraine. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. Alors voilà, c'est là où il y a un petit problème. C'est là où il y a un petit problème. C'est que, est-ce que vous êtes debout devant moi? Non. C'est dur de pas repartir. C'est dur de faire abstraction de la forme. C'est dur. Je vous jure, c'est une souffrance. Mais allez, on va faire comme si, on va imaginer que ce soit bien. On va imaginer qu'il y a un début de commencement de quelque chose. Ok, donc, est-ce que vous êtes assis devant moi? Oui. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que, à l'issue de cette interview, vous allez vous lever? À coup sûr, vous n'allez pas l'exclure. Non, Emmanuel. Ton allégorie ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, à l'issue de l'interview, c'est pas qu'ils ne vont pas exclure de se lever. C'est qu'ils vont se lever. Tu vois, c'est que, à l'issue de l'interview, a priori, Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot, après, on ne sait pas. Tu vois, il y a un monde où, effectivement, Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot se disent « Finalement, c'est pas mal ici. Comme disait Nicolas Sarkozy en son temps, il y a de la lumière, c'est chauffé. On va rester. Mais alors, définitivement, voilà. On va rester définitivement. Ouais. Donc, dans cette éventualité-là, effectivement, voilà, il pourrait ne pas se lever. Vous voyez, si Emmanuel Macron décide d'empoisonner Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot, effectivement, Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix ne vont pas se lever à l'issue de l'interview. Mais dans toutes les autres hypothèses, qui sont tout de même, admettons-le, les plus probables, a priori, si, ils vont se lever. Donc, ça n'est pas qu'ils ne vont pas l'exclure, c'est qu'ils vont le faire. Alors là, on a un problème. C'est que, vous voyez, une allégorie, quand bien même ton allégorie, elle est éclatée en termes poétiques, quand bien même elle ne suscite absolument aucun dégagement vers un univers métaphorique, imaginaire, motivant et réjouissant, enthousiasmant, bref, je trouve pas mon adjectif, on s'en fout. Quand bien même ton allégorie sur la forme, elle ne permet pas aux auditeurs et aux auditrices de s'évader vers un imaginaire poétique tout à fait intéressant. Bon, à minima, ton allégorie, elle est quand même censée être cohérente sur le fond. Là, ce qu'Emmanuel Macron dit, c'est mon ambiguïté stratégique, le fait que je n'exclus pas l'envoi de troupes en Ukraine, c'est comme vous qui, à l'issue de cette interview, n'excluez pas de vous lever. Oui, mais en fait, Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot sont sûrs de se lever à l'issue de l'interview. Donc, ce qu'est en train de dire Emmanuel Macron, c'est ça que je veux dire. Ce qu'est en train de dire Emmanuel Macron avec cette allégorie, si on suit le sens de ses propos. Il est, président de la République française. Dans un exercice d'interview très contrôlé qui a lieu à l'Élysée.
il a lui-même choisi le lieu, il a lui-même choisi de se prêter à cet exercice. On peut imaginer qu'il y a des communicants qui ont travaillé, que les propos qui sortent de sa bouche ont été un minimum réfléchis. Bon, on est par ailleurs dans un contexte diplomatique tout à fait tendu, où la position française, les propos du président de la République ont une importance capitale. On est quand même en train de parler de la position diplomatique de la France vis-à-vis de la guerre en Ukraine face à un adversaire, la Russie, doté de l'arme nucléaire. Là, on n'est pas dans une déclaration à l'emporte-pièce au détour d'une allée du salon de l'agriculture, si tu veux. Là, les enjeux de la parole politique sont quand même un peu plus élevés. Bon, Emmanuel Macron, dans ce cadre, nous brode une allégorie dont la direction est la suivante. On ne sait pas exactement quand, mais assurément, nous allons envoyer des troupes en Ukraine. C'est exactement ce qu'Emmanuel Macron vient de dire. Vous êtes assis. À l'issue de cette interview, vous n'excluez pas de vous lever. Bah non, on est même sûr de se lever. Et ben voilà. Et ben de la même manière, en Ukraine, je ne peux pas exclure d'envoyer des troupes. Il est en train de dire, entre les lignes, c'est le sens de son allégorie, c'est la direction dans laquelle elle va, il est en train de dire, au bout du compte, on ne sait pas exactement quand, comment, sous quelles conditions et dans quel contexte, mais au bout du compte, nous enverrons assurément des troupes en Ukraine. C'est exactement ce qu'il dit. Alors, à partir de là, il y a... il n'y a que deux hypothèses. À partir de là, il n'y a que deux hypothèses. Là, l'interprétation que je viens de faire est une interprétation rhétorique rigoureuse, assise sur enfin, c'est une réflexion, on va plutôt dire ça. C'est une réflexion, voilà. Donc là, ce que je viens de dire, c'est une réflexion rhétorique qui me paraît rigoureuse. Elle est assise sur l'interprétation d'une métaphore qui ne laisse que peu de doute quant à la direction dans laquelle elle est tendue. Bon, donc, il n'y a que deux hypothèses, et deux seulement. Première hypothèse, Emmanuel Macron a effectivement fait attention aux mots qu'il emploie. Il a effectivement, dans ce contexte si tendu, sur ce sujet si grave, réfléchi à ce qu'il dit, et il vient de nous dire, entre les lignes, préparez-vous, la France va intervenir en Ukraine. Bon. Ce serait très étonnant, parce que c'est quand même pas exactement le sens des déclarations qu'il tient ailleurs. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il continue ailleurs de dire « Non, j'ai jamais dit qu'on était sûr d'y aller, j'ai dit que c'était pas impossible. » Et donc c'est pas l'interprétation la plus probable, mais cette interprétation est possible. Donc, soit on fait confiance à Emmanuel Macron pour ne pas parler n'importe comment, et il vient de dire « Nous sommes sûrs d'intervenir, on ne sait pas exactement quand », soit, deuxième hypothèse, il est totalement nul. Il est d'une incompétence oratoire confondante. Il vient de faire la pire métaphore jamais osée par un président de la République française. Pardon, mais on s'est beaucoup moqué de Jean-Pierre Raffarin. To win the yes needs the no, to win against the no. On s'est beaucoup moqué de Jean-Pierre Raffarin. Mais pardon, déjà, c'était en anglais. Donc forcément, tu te rajoutes quand même une difficulté. 2, le contexte était quand même un peu moins grave que celui de l'interview d'Emmanuel Macron. 3, c'était moins mauvais. C'est-à-dire que c'était moins mauvais. C'est-à-dire qu'au moins, quand tu arrivais à lire entre les lignes, il y avait un sens. Il y avait une direction. C'était pas complètement abscon, absurde et à rebours du réel. Vous voyez, on s'est beaucoup moqué de to win the yes needs the no, to win against the no. Emmanuel Macron, président de la République, dans un contexte d'interview diplomatique totalement crucial, où sa prise de parole va être scrutée non seulement par les Françaises et les Français, mais également par ses partenaires à l'international, chef d'État, mais aussi par Vladimir Poutine lui-même, la chancellerie russe, dont on imagine qu'ils ont quand même regardé cette interview, dont on imagine qu'ils ont quand même regardé cette interview avec un certain intérêt. Eh bien, devant
cet aéropage, devant cet auditoire de grande qualité, Emmanuel Macron nous sort non seulement la métaphore la plus pauvre d'un point de vue littéraire et poétique qu'un président de la République n'ait jamais tenté, mais de surcroît, elle ne va pas dans le bon sens. Putain. Pardon. Hein. Aréopage, c'est pas aéropage. Ah ça c'est possible que je me sois planté. Ça fait partie des mots où je peux me gourer. L'eau propre. C'est un aréopage, putain, terrible. Terrible. Bon, Pemph, essaie de pas laisser le mot dedans, voilà, essayons de pas s'humilier. Un aréopage, bon, je ferai plus l'erreur. Pardon, mea maxima culpa. Pardon. Aéroport, aéropage. Oui, voilà, c'est ça. Aéroport de Nice, tout à fait. C'est plus désolant que marrant. Non, mais là, vaut mieux en rire. Non, mais écoutez, moi, je crois qu'il vaut mieux en rire. Moi, je crois qu'il vaut mieux en rire. Bon. Faut la refaire, deuxième, ça tourne. Non, mais on veut pas la refaire, c'est pas grave. C'est bon, il faut juste... On fait confiance au monteur. Bien. Attendez, hein. Hop, voilà. C'est un aréopage, ça vient d'Arès. Eh bien, vous me l'apprenez, je ne savais pas. Alors, attendez, hop. Attendez, hop, voilà. Jean Bignou qui dit « Ce serait drôle si c'était pas le chef des armées. » Alors, et si cette allégorie était un lapsus? Donc, encore une fois, hein, il n'y a que deux solutions. Il n'y en a que deux. Première solution, Emmanuel Macron estime que, conformément à la métaphore qu'il brode, Emmanuel Macron estime que, à la fin, selon toute vraisemblance, il va envoyer des troupes en Ukraine. Ça n'est absolument pas ce que laisse transparaître le reste de ses déclarations. Donc je pense qu'on peut, de manière à peu près assurée, garantir, conclure plutôt, on peut de manière à peu près assurée conclure que le problème, c'est juste qu'il a dit n'importe quoi. Voilà, c'est juste qu'il a dit n'importe quoi. C'est juste que le niveau de la métaphore, le niveau poétique, encore une fois, est d'une pauvreté affligeante. Et la métaphore n'est même pas tendue dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Alors, moi, pardon, mais on va me dire que, encore une fois, je fustige Emmanuel Macron sur le fondement d'une phrase au détour d'une interview, et quand même, c'est un peu facile. En vrai, moi, ça me fait pas rire. En vrai, moi, ça ne me fait pas rire. Je vous rappelle que le ministère public, celui du président de la République, c'est aussi un ministère de la parole. C'est-à-dire que sa parole nous engage. Emmanuel Macron est le président de la République française. Sa parole engage les Françaises et les Français. Donc là, déjà, d'une part, on passe quand même pour des grosses billes. Enfin, tu vois, t'imagines, mais imagine juste 2 secondes. Imagine l'état du débat public en Allemagne quand nos partenaires allemands vont regarder cette interview. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ça les fait pas rire du tout, Emmanuel Macron. Hein. Emmanuel Macron qui dit « on va peut-être envoyer des troupes au sol », les Allemands, ils sont là, genre « écoutez les gars, nous, on n'en est pas là du tout, quoi. » Donc, ça les fait pas rire. Emmanuel Macron s'exprime sur... Les 2 premières chaînes françaises, on peut imaginer que les Allemands ont quand même scruté ça, tu vois, à minima les commentateurs allemands qui se sont dit bon, on va quand même écouter ce que le président de la République a à dire, parce que là, ça n'est pas une question intérieure française, ça engage quand même toute l'Union européenne. Donc on peut imaginer que les Allemands écoutent ça. Tu imagines un Allemand qui écoute ça, qui se dit attends quoi? Attends, hein? mais parce que hein? Je veux dire, on est en droit de se dire que là, on est quand même passé pour des jambons à l'échelle européenne, tu vois. donc moi, ça me fait rire, mais ça me fait pas rire, en fait. Tu vois, c'est drôle, comme le disait, mon camarade Ken Bogard, c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est drôle, mais en même temps,
c'est pas drôle, tu vois, parce qu'on passe vraiment pour des jambons devant nos partenaires européens. Il parle avec légèreté du sujet le plus grave qui soit, c'est-à-dire la guerre. L'engagement de la République française sur un terrain extérieur aux portes de l'Union européenne face à une puissance nucléaire. Enfin, je veux dire, on est quand même là dans un contexte de la plus haute importance qui devrait appeler une parole de la plus grande prudence et de la plus grande gravité. Que fait Emmanuel Macron? Ça. Mais vous savez, il y a un... Ce qui est intéressant, c'est que... Ce qui est intéressant, vous voyez, honnêtement, ce qui est fou, c'est que cette prise de parole, elle est délirante. Vous voyez, pour monter un peu en généralité, bon, cette prise de parole, elle est délirante. Elle est scandaleuse, elle est scandaleuse en termes de... Bon, je l'ai dit, quoi. Elle est à la fois scandaleuse en termes de niveau rhétorique. Je parle vraiment simplement de capacité à susciter l'imaginaire des auditeurs et des auditrices. C'est vraiment... Enfin, tu vois, j'ai dit souvent que aujourd'hui, en moyenne, le rap était plus technique et plus inventif, mais de très loin, que la parole politique. Pas seulement le rap, hein, le slam, et puis même en réalité la chanson, y compris la chanson pop, dans la chanson, mais singulièrement quand même dans le rap, on trouve aujourd'hui, parce que c'est dans le rap qu'on trouve la plus grande virtuosité purement stylistique et rhétorique. Avec les rimes multisyllabiques, des structures d'opposition complexes, des chiasmes et compagnie. Donc j'ai dit souvent que le rap était devenu aujourd'hui plus inventif et plus exigeant que la parole politique dans le maniement de la langue française. Mais là, honnêtement, enfin, je veux dire, le niveau d'inventivité auquel on est tombé, c'est-à-dire pas d'inventivité du tout, la métaphore la plus concrète, attendue, banale, triste, terne qui soit, c'est quand même confondant. Bon. Et de surcroît, comme je vous le disais, une métaphore qui n'est même pas tendue dans le bon sens. Bon. Ce qui est intéressant, tu penses à quel rappeur, par exemple? Bon, plein, mais tu prends... Enfin, plein, mais tu prends... après, je vais vous citer mes rappeurs préf, donc les gens que moi j'écoute beaucoup, mais tu prends le dernier album de Youssoupha, tu prends une partie des morceaux de Kerry James, tu prends les albums d'Orelsan, enfin, on est sur un autre niveau, quoi. Tu prends Alpha One, enfin, tu vois, on est sur des auteurs, tu prends les métaphores d'Alpha One, c'est autre chose que ce que nous sort le président de la République ici, quoi, tu vois, bon. Il y a quand même Gaël Faye très bien, tu vois, Gaël Faye, bon, évidemment, enfin, tu vois. Bon, ne rentrons pas dans ce débat, mais ce qui est intéressant, et si on veut monter un peu en généralité, honnêtement, souvenez-vous, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que là, je vous montre, on est lundi matin, cette déclaration, elle date de jeudi soir, elle a un peu tourné vendredi dans la journée, voilà, les gens s'en sont un peu moqués, et derrière, terminé. Tu vois, on n'en a pas trop parlé ce week-end, on n'en a pas trop... Aujourd'hui, c'est déjà plus dans l'actu, tu vois. Souvenez-vous, à l'époque, encore une fois, de Jean-Pierre Raffarin, « To win the yes needs the no, to win against the no ». Les médias n'en pouvaient plus. Les médias n'en pouvaient plus pendant des semaines de ce truc-là. Il s'est fait ridiculiser, mais alors à outrance, par tout ce que la France comptait de satiristes. À commencer par les guignols de l'info. Et comme je vous l'ai dit, la déclaration de Jean-Pierre Raffarin, elle était moins indigente que celle d'Emmanuel Macron sur le plan rhétorique. Et elle était en anglais. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Emmanuel Macron continue de bénéficier d'une sorte de présomption de compétence. C'est-à-dire que cette phrase, honnêtement, cette phase, c'est une phase, cette phase, Jean-Pierre Raffarin à l'époque, ou même François Hollande aurait dit la même chose, mais on n'entendrait que cela pendant 2 semaines sur toutes les antennes. C'est-à-dire que Pascal Praud aurait fait une émission spéciale en disant « Oh là là ! Et voilà, le président de la République française, François Hollande,
L'homme qui doit... On l'imagine, l'édito de Pascal Praud. L'homme qui doit normalement représenter la langue française à l'international. Que n'a-t-il pas dit? Vous voyez, bon, on l'imagine, hein, le Pascal Praud. Hein. Et a raison. Enfin, moi-même, là, vous m'avez vu, m'entendu... Vous m'avez entendu m'égosiller sur cette déclaration. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est intéressant, ça. Pourquoi est-ce que chez Emmanuel Macron, ça passe, ça glisse? C'est, oui, certes, quelques rires sur les réseaux sociaux, mais guère plus. Alors que, enfin, souvenez-vous, François Hollande, la photo en chapka de François Hollande, ça a fait des années. Ça a fait des années. To win the yes needs the no, ça a fait des années. Bon. Le scooter, tu vois, le scooter de François Hollande, ça a fait des années. Enfin, je veux dire, encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent, pour justifier le fait que François Hollande ait été un mauvais président, encore aujourd'hui, j'entends des gens dire « Ah, quand même, François Hollande en scooter !» Bah, bravo, bonne analyse politique, convaincante, vraiment. C'est vrai, François Hollande, il a pris le scooter. Ah bah c'est sûr, bah du coup c'est un mauvais président. Mais tu vois, on en est là, quoi. C'est-à-dire que le scooter, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé, on en parle encore aujourd'hui. Honnêtement, c'était beaucoup moins indigent et beaucoup moins grave dans un contexte beaucoup moins tendu que le truc que nous fait Macron jeudi soir. Et on n'en parle déjà plus. Bon. Pourquoi? Eh bien, écoutez, c'est le moment de vous parler d'études qui sont très... Enfin, c'est le moment de vous parler d'un principe important en psychologie sociale qui est ce qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire un piège de notre pensée qui nous amène à partir d'une qualité réelle ou supposée qu'on identifie chez un individu et de dériver de cette qualité tout un ensemble de qualités connexes. Bon. L'effet de halo le plus connu, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est celui qui est attaché aux lunettes. Le simple fait de porter des lunettes nous fait paraître plus compétents. C'est-à-dire que tu montres la même photo de la même personne avec et sans lunettes au sujet d'une expérience, à des individus à qui tu fais passer une expérience, tu leur dis « Est-ce que cette personne vous inspire confiance? Est-ce que vous pensez qu'elle est compétente ?» Si la personne porte des lunettes, tu as plus de gens qui répondent « Oui, cette personne me paraît compétente ». C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Le simple fait de porter des lunettes amène sur tes épaules, autour de toi, comme un halo, tout un ensemble de qualités que l'on associe au port de lunettes et notamment la compétence. Bon, je vous en ai déjà parlé, j'y reviens pas. Eh bien, sachez que derrière l'effet de halo, sachez que au sein de l'effet de halo a été étudié, non pas halo, A2LO, H-A-L-O, comme un halo qui entoure quelqu'un. Le simple fait de porter des lunettes t'entoure d'un halo de compétences. Eh bien, de la même manière, il y a un effet de halo qui est très bien identifié autour de la beauté. Alors, vous allez me dire, mais la beauté n'existe pas, et vous aurez raison, la beauté, elle est contextuelle, elle est déjà dans le regard de chacune et de chacun, elle a varié avec les époques. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un contexte, dans un contexte de représentation où où le stéréotype de la beauté est plutôt attaché à la minceur, voire à la maigreur. Il y a quelques siècles, le stéréotype de la beauté était plutôt attaché à la rondeur, au contraire. Bon, vous voyez, donc la beauté, elle est évidemment contextuelle. Mais déjà, d'une part, il y a des recherches qui s'intéressent sur est-ce qu'elle est si contextuelle que ça, mais je laisse ça de côté. Et puis par ailleurs, quand bien même la beauté est contextuelle et quand bien même elle est dans le regard de chacun, il y a des gens qui sont en moyenne perçus comme beaux. Vous voyez ? Et en fait, Emmanuel Macron bénéficie de ce... En fait, c'est même pas... En vrai, c'est même pas la question de la beauté, là. C'est même pas la question de la beauté, parce que c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est... je laisse de côté parce que, bon, je vais au bout de mon... Parce que là, je suis parti dans une mauvaise piste, en fait. Je vais quand même au bout de ce que j'étais en train d'expliquer. Il y a, au sein des effets de halo, il y a un effet qu'on appelle « What is beautiful is good », qui est le fait que ce qui
est ce que l'on perçoit comme beau nous paraît bon, au sens moral du terme. Et donc, on sait que si tu prends des gens, l'expérience est assez simple, hein, tu prends des gens et tu montres leur portrait au sujet d'une expérience, tu leur dis, cette personne, classez-la sur une échelle de beauté de 0 à 10, c'est subjectif, pas de problème. Bon. Donc, tu fais faire ça à plein de gens, et à la fin, tu as sur 3, 4, 5, 10 personnes dont tu as montré la photo, tu as en moyenne, est-ce qu'ils sont considérés comme beaux ou moches par la majorité des personnes. Bon, comme plutôt beaux ou plutôt moches, si tu veux. Et derrière, à partir de là, avec ces personnes-là dont tu as montré la photo, tu peux faire plein d'expériences. En les mettant face à d'autres personnes, c'est une autre expérience, mais avec les mêmes personnes, tu peux faire plein d'expériences. Tu peux, par exemple, faire une simulation de procès et regarder, là, les sujets de l'expérience, c'est le jury, et regarder avec exactement les mêmes déclarations, avec exactement les mêmes faits, avec exactement les mêmes témoignages pour eux ou contre eux, tu regardes à quel point ils sont déclarés coupables ou non par le jury. Et tu te rends compte que plus tu es perçu comme beau, moins tu as de chances d'être déclaré coupable par un jury à faits, témoignages, preuves équivalentes, toutes choses étant égales par ailleurs. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus tu es perçu comme beau, moins tu as de chances d'être condamné par un jury. Et si tu es condamné par un jury, plus tu es perçu comme beau, moins ta sanction sera lourde. Vous voyez, what is beautiful is good. Bon, là, avec Emmanuel Macron, c'est encore quelque chose d'autre parce que je ne vais pas rentrer dans la beauté, ça nous emmènerait trop loin. Mais il y a tout un ensemble de recherches qui se sont concentrées sur quels sont... Enfin, il y a tout un ensemble de recherches qui se sont concentrées sur ce que le visage d'une personne laisse imaginer de sa compétence. Et c'est notamment les recherches très connues de quelqu'un qui s'appelle Alexander Todorov. Alors certains ont la ref parce que j'en parle un peu pendant le spectacle. Mais donc c'est les recherches très connues d'Alexander Todorov dans un papier très célèbre qui s'appelle « Élu en 20 millisecondes ». Ce qu'a fait Todorov, c'est qu'il prend les portraits de candidats qui se sont réellement affrontés lors d'élections. En l'occurrence, c'est des élections législatives américaines. Donc il prend les portraits de candidats qui se sont réellement affrontés lors de duels aux élections. Il les montre aux gens et il leur dit laquelle de ces deux personnes vous paraît la plus compétente. Eh bien, incroyable mais vrai, les gens, déjà au début, ils refusent de répondre. Ils disent, bah attendez, c'est quoi cette histoire et tout. Au bout d'un moment, on leur dit, bah si, réponds. Donc les gens, ils répondent. Et au bout d'un moment, les gens répondent. Et en moyenne, celui qui est jugé le plus compétent sur la seule fois de son visage, c'est en moyenne celui qui a gagné l'élection. Donc vous voyez, plus tu as le visage de la compétence, et plus tu as de chances de gagner une élection. Donc ce qu'a montré les recherches d'Alexander Todorov, mais il n'est pas seul, en fait, il y a de très nombreuses recherches en psychologie sociale qui confirment ces résultats-là. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a certains traits du visage qui renvoient une impression de compétence. Il y a certains traits spécifiques du visage qui renvoient une impression de compétence. Notamment le fait d'avoir une mâchoire carrée, le fait d'avoir un menton assez long, des pommettes hautes et saillantes et les yeux plutôt écartés et un front plutôt large. C'est ça, les traits de la dominance sociale. Les traits de la dominance sociale, c'est vraiment ça, c'est une mâchoire carrée, un menton proéminent, des pommettes hautes et saillantes, un front large, des yeux écartés. Ça, c'est le portrait de la dominance sociale. Et bien, c'est aussi le portrait d'Emmanuel Macron. C'est aussi le portrait d'Emmanuel Macron. À l'inverse, le visage de François Hollande et Jean-Pierre Raffarin, dont je parlais tout à l'heure, c'est des visages qui ne renvoient pas un sentiment de compétence. C'est des visages qui sont ronds. Et plus le visage est rond, et moins il renvoie une impression de compétence et d'autorité. Et donc, ce que montre cette étude est-elle transposée aux femmes? Oui, absolument. Absolument. Et donc, ce que montre cette étude, c'est qu'il y a certains visages qui te permettent, par effet de halo, il y a certains visages qui te permettent de bénéficier d'une présomption de compétence. Et ce visage, c'est celui d'Emmanuel Macron. Et voyez, c'est une... Alors, ici, je vous retranscris une réflexion qu'on m'a faite récemment. Quelqu'un dans mon entourage, donc je le dis parce que c'est pas moi qui ai eu cette idée à la base, quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, mais en vrai, si Emmanuel Macron avait dit... qui m'a dit, mais en vrai, si François Hollande avait dit les mêmes choses qu'a dit Emmanuel Macron, si François Hollande avait dit les mêmes choses qu'a dit Emmanuel Macron, il n'y a qu'à traverser la rue,
ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Bon. Tout le monde se foutrait de sa gueule. Et tout le monde considérerait qu'il est incompétent et qu'il dit n'importe quoi. Mais comme c'est Emmanuel Macron et qu'il est beau, me disait cette personne, ou qu'il est perçu comme tel, en réalité, comme c'est Emmanuel Macron et qu'il bénéficie du visage de la compétence, ça passe. On se dit, ouais, mais il a dû vouloir dire quelque chose. Et on se le dit inconsciemment. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout ça est inconscient. C'est-à-dire tout ce que je vous décris là, ce sont des mécanismes inconscients contre lesquels nous ne pouvons pas lutter. Des mécanismes inconscients contre lesquels nous ne pouvons pas lutter. Ça se passe à l'arrière de notre esprit. Et ce que nous envoie notre esprit, c'est la conclusion du calcul qu'il a fait, qui est « Ouais, mais s'il a dit ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. » Vous voyez, Emmanuel Macron nous sort sa métaphore pourrie, là. « Ouais, mais s'il a dit ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. » Jean-Pierre Raffarin, « To win the yes, need the no, to win against the no. » Tout le monde se fout de sa gueule pendant 2 mois. Donc, voilà ce qui explique, selon moi, que Emmanuel Macron... Voilà ce qui explique, selon moi, que Emmanuel Macron ait pu, encore une fois, s'en tirer après cette déclaration qui, pourtant, est non seulement ridicule d'un point de vue poétique, d'un point de vue littéraire, du point de vue de la forme. C'est vraiment... C'est la teon, quoi, franchement, de sortir une métaphore comme ça. Mais en plus, sur le fond, c'est une métaphore qui est tendue dans la mauvaise direction, dans un contexte où la parole présidentielle française était pourtant scrutée attentivement par le monde entier. Je vous dis souvent que nous ne sommes collectivement pas assez exigeants à l'égard de nos responsables politiques. Je crains encore une fois que la réalité me donne raison. Bien. Bon, et juste pour se la péter, et tant que c'est encore le cas, nous sommes la 2e audience française de Twitch, incroyable mais vrai. Bon, la première est loin devant, hein. Mais quand même, top 2, hein, je crois que c'est jamais arrivé sur ce stream. 2e audience française en matinale. Bon, ça va pas durer longtemps, Il y a Ponce qui commence à streamer. il va nous... C'est qui le 1 ? C'est Cho qui joue à Call of Duty. Mais bon, là, il y a... Voilà, faut pas se battre pour les chiffres, c'est complètement con. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, les concours de K4, c'est complètement con. Mais on peut pas s'en empêcher. Donc voilà, on a snappé un top 2. Hein. On a snappé un top 2. C'est juste, voilà, c'est juste pour braguer, c'est vraiment juste pour c'est juste pour le flex, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça doit déjà plus être le cas, hein. Ça doit déjà plus être le cas. C'est vraiment, il y a eu 10 minutes où on était top 2. Pardon. Non, mais c'est pas de la concurrence, c'est pas, on veut pas battre qui que ce soit, c'est juste, ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, honnêtement, on peut pas s'empêcher d'en être content, franchement. Déjà top 3, mais oui, je sais, je vous l'exclus. je vous l'exclus, je vous l'ai dit, je me suis fait aucune illusion. On a snappé un top 2, tu vois, c'est vraiment, on s'est engouffré dans le couloir au bon moment. On peut faire la photo finish, tu vois, mais ça dure pas longtemps. Allez, laissez-moi ça. Cho H1. Ah voilà, c'est ça. Laissez-moi ça, laissez-le-moi, voilà, je sais, je suis pas con. Je sais bien. Mais bon, le Poulidor. Le Poulidor du streaming français. Stop the count. Voilà, c'est ça. Stop the count. Bon, c'est dingo, hein. C'est dingo, hein. C'est dingo. Alors, c'est pas fini parce que des dingues... J'en ai pas fini avec les dingues, les amis. Hein. Là, vraiment... C'était juste le début. Ah oui, tu es top 1 dans nos cœurs. Merci beaucoup. Merci. Merci, Kenshishio. Make rideau rouge, great again. Voilà, exactement. Stop the count. On est gâtés. Ah oui, non, mais alors là, attention. Alors, d'abord... Juste un petit droit de suite, ça va aller assez vite, mais quand même. Sur un sujet... Alors attendez, je pense que je vais le retrouver fastoche. Idée... Ah non. Alors attendez, il est où? Ok. Hop.
Je vais le retrouver fastoche. J'ai lu une tribune dans Le Monde, on va la lire ensemble. Parce que, honnêtement, elle est édifiante. Et voilà, je l'ai. Elle est édifiante et honnêtement, tribune publiée hier à 20h hier soir. Et je pense que c'est un sujet qui est... la métaphore, c'est le « vous n'excluez pas de vous lever à la fin de cette interview ». Ouais, on a fait l'interview déjà. On a fait l'interview. Mais on passe à un autre sujet qui est absolument crucial. C'est un sujet qui est difficile. Hein. Mais en l'occurrence, c'est pas le sujet lui-même qui va être le cœur de cette séquence. C'est plutôt cette tribune de Camille Kouchner, maîtresse de conférences en droit public. Camille Kouchner, souvenez-vous, hein, qui a publié le livre La Familia Grande, dans lequel elle révélait les faits de pédophilie et d'inceste portés à l'encontre de Olivier Duhamel, qui à l'époque était le président de la Fondation nationale de sciences politiques, haute fonction au sein de Sciences Po. Bon, tout ça a été révélé par donc Camille Kouchner dans son livre La Familia Grande. Un lien avec Bernard Kouchner, un lien tout à fait avec Bernard Kouchner, tout à fait. Et Camille Kouchner, elle publie cette tribune qui est très importante, vous allez voir, sur la Civise. La Civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Donc on est sur le sujet le plus grave qui soit. Et voilà ce que dit Camille Kouchner. L'État fait peu de cas de la parole des victimes de violences sexuelles subies dans l'enfance. Ça, c'est le titre de la tribune. Mais vous allez voir que la tribune elle-même, elle est absolument accablante sur cette question. Alors, Olivier Duhamel, aucun lien avec la famille Duhamel. En tout cas, enfin, si, parce que lui-même, c'est une famille Duhamel, mais aucun lien avec Patrice Duhamel et les Duhamel journalistes. Patrice Duhamel, Alain Duhamel, Benjamin Duhamel, Amélie Oudéa-Castéra, aucun lien. On lit cette tribune ensemble, vous allez voir, c'est un sujet grave, mais c'est un sujet très important, et hélas, vous allez voir que la conclusion à tirer de cette tribune, c'est une conclusion à laquelle on revient très régulièrement depuis le début de ces streams. En matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est ce que dit Camille Kouchner, les responsables politiques s'en remettent souvent aux magistrats. Bon, là, elle est sur... Bon, je lis pas l'introduction parce que c'est pas ce que je trouve le plus convaincant. Ah si, vous me direz, allez, pourquoi pas. Le mot d'ordre, il faut laisser la justice faire son travail. La juriste que je suis ne saurait dire le contraire. Cependant, ce principe permet également aux pouvoirs exécutifs et législatifs de charger les tribunaux de résoudre en aval les conséquences de crimes ou délits dont ils devraient collectivement tenter d'empêcher la réalisation en amont. Donc ce que dit Camille Kouchner, c'est que quand on parle des violences sexistes et sexuelles, il ne suffit pas de dire « laissons la justice faire son travail », il faut aussi organiser une politique en amont pour que la justice ait à faire le moins de travail possible. Autrement dit, ça ne suffit pas de se dire il faut que la justice puisse condamner les faits visés, il faut aussi que collectivement nous fassions en sorte que ces faits soient empêchés, enfin n'aient pas lieu, qu'ils soient commis le moins possible. Nous sommes nombreux à penser que les politiques publiques sont nécessaires en la matière. Et au sujet des VSS, nombre de questions se posent. Quelle politique de prévention adopter? Quel ministère devrait en être chargé? Faut-il une définition légale du consentement en matière sexuelle? Les mineurs peuvent-ils déposer plainte? Peut-on différencier le délai de prescription de l'action publique de celui qui est octroyé à la victime? Question intéressante, ce qui permettrait, même quand un fait est prescrit, c'est-à-dire tu témoignes de faits d'abus sexuels, enfin d'harcèlement, enfin pas d'abus sexuels, de faits d'agression sexuelle ou de viol qui ont eu lieu 25 ou 30 ans plus tôt, c'est-à-dire tu témoignes de faits qui sont prescrits, est-ce que l'action publique, c'est-à-dire l'État, peut malgré tout décider de poursuivre la personne en disant, même si la victime elle-même ne peut pas déposer plainte, ou si la plainte sera classée pour prescription, est-ce qu'il faut que l'État lui-même puisse prendre le relais? Bon. L'adoption des lois relève évidemment du processus parlementaire institué par la Constitution, mais pour assurer leur effectivité, une volonté de justice, bon ça, ok, bon. C'est là qu'on en arrive à la question cruciale. Quand, en 2021, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise, a été mise en place, je me suis demandé si le gouvernement décidait enfin non seulement d'adopter une politique publique en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs, mais aussi d'y introduire de la démocratie participative.
en nommant 2 coprésidents qui choisissaient des experts pour débattre. Les responsables politiques laissaient penser que oui, l'État donnait naissance à une institution ad hoc et engageait une procédure d'échange constructif et démocratique. En associant experts et citoyens à l'édification de ces politiques publiques, l'État offrait de nourrir ses travaux. En mettant en place la Civise, le gouvernement donnait tout son sens à l'allocution « laisser la justice faire son travail ». Il organisait la possibilité d'une justice à l'œuvre dans les politiques publiques, y compris en dehors des juridictions, pour toucher le plus grand nombre et véritablement changer la société. C'est important ici ce que dit Camille Kouchner. Elle nous dit, voilà, la Civise, c'était la volonté de prendre à bras-le-corps ces questions de violences sexistes et sexuelles à l'encontre des enfants et de le faire d'une manière démocratique, c'est-à-dire pas juste avec un collège d'experts, mais avec une véritable commission qui allait auditionner les citoyennes et les citoyens. Elle ajoute « Voyant la dite commission travailler, mon espoir a grandi. La Civise a immédiatement mis en place un système d'audience publique, dont le but n'était pas d'ouvrir un espace de lamentation, mais d'associer les citoyens à la construction de décisions politiques visant à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles faites aux mineurs. En 3 ans, écoutez bien, en 3 ans, un travail considérable a été mené, nourri de 30 000 témoignages, 82 préconisations ont été faites au gouvernement. » Donc la Civise, nous dit Camille Kouchner, ça a été une très belle initiative démocratique et politique visant à prendre à bras-le-corps la question des violences sexistes et sexuelles faites aux mineurs, une commission nourrie de 30 000 témoignages. Jusque-là, tout allait bien, mais vous sentez évidemment que ça ne va pas durer longtemps. Puis, écoutez, c'est complètement fou. Puis est arrivé le jour de la remise du rapport de la Civise. Ce jour-là, j'étais dans la salle, avec les survivants directs ou indirects, donc les victimes d'abus sexuels dans leur enfance, avec les survivants directs ou indirects, les mères en lutte, les associations, leurs alliés. Ce jour-là, une question revenait sans cesse. À qui remettait-on ce rapport ? Le 20 novembre 2023, Journée internationale des droits de l'enfant, aucun ministre en exercice n'avait fait le déplacement. Occupant la plupart des médias, le gouvernement préférait lancer de son côté son plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Donc vous avez l'État qui met en place une commission indépendante, qui travaille pendant des mois, qui entend 30 000 personnes, qui sort 82 préconisations, et le jour de la remise du rapport, il n'y a pas de ministre. Le gouvernement n'est pas représenté parce que les ministres lancent de leur côté le plan de lutte contre les violences faites aux enfants qu'ils ont élaboré dans leur coin. Depuis lors, que s'est-il passé ? Après plusieurs rebondissements, évictions, démissions et mises en retrait, la Civise n'a plus de président. À de rares exceptions près, personne ne sait quelles suites seront données à ces préconisations. Pire, la lettre de mission de la commission a été modifiée. Non seulement il n'y aura vraisemblablement plus d'audience publique, mais les missions de la Civise ont été morcelées, de quoi noyer les esprits, réduire en faisant mine d'élargir. Et Camille Kouchner dit la chose suivante. Je pense à celles et ceux qui ont eu la force et la conscience politique de venir livrer publiquement les crimes dont elles et ils ont été victimes. Je pense aux 30 000 personnes qui ont fait confiance aux membres de la Civise et à qui l'on retire ce lieu de reconnaissance. Je pense enfin à tous les autres survivants qui n'ont pas pu venir témoigner. Depuis que la Civise n'a plus de présidence, une question me taraude. Elle concerne les notions de justice et de démocratie tout autant que celle de respect de la parole donnée. Comment l'État peut-il se lamenter sur les dangers des prises de parole sur les réseaux sociaux ou ceux d'un prétendu tribunal médiatique quand il étouffe un espace de reconnaissance, d'information et de participation démocratique tel que la Civise ? Aujourd'hui, je lutte contre un mauvais pressentiment. Le problème ne viendrait pas de la libération ou non-libération de la parole des victimes, mais du peu de cas que l'État fait de leur délibération. La faille ne résiderait pas dans l'absence de réaction sociétale aux violences sexuelles faites aux mineurs, mais dans un renoncement de l'État à donner des suites politiques à la participation citoyenne qu'a suscité la Civise. Si l'on en restait là, le bilan serait bien triste. À moins que le gouvernement ne sache rétablir la confiance des victimes dans l'institution qu'il a créée, que les audiences publiques de la Civise ne soient maintenues et que les préconisations déjà formulées ne servent effectivement à fonder de nouvelles politiques publiques. L'État améliorerait alors les conditions dans lesquelles le droit s'édifie. Il donnerait surtout une chance à la justice, dans le sens le plus noble du terme, de faire son travail, en commençant par ce qui fait le socle de toute société, protéger ses enfants.
Cette tribune que j'ai lue ce matin, je la trouve bouleversante, je la trouve merveilleusement bien écrite, et je la trouve accablante dans tous les sens du terme. Je la trouve accablante d'un point de vue moral, éthique, enfin moral au sens notre morale. Hein. Je parle pas de la moralité, je trouve que d'un point de vue, oui, donc pas d'un point de vue ni oral ni numérique. Enfin, en tant que citoyen, voilà, je la trouve accablante. Vraiment, c'est quand tu lis ça, tu te dis mais vraiment, enfin vraiment, on a fait ça. C'est-à-dire, on a demandé à 30 000 personnes de s'exprimer, de témoigner, de venir trouver la force de livrer leur témoignage pour ne rien en faire, pour ne même pas envoyer un ministre recevoir le rapport. Mais, enfin, je veux dire, quelle indécence! Enfin, quelle indécence! Enfin, c'est à devenir fou. Enfin, c'est à devenir fou. Créer une telle commission, dire nous avons compris qu'il y a un enjeu, on prend le sujet à bras-le-corps, et ne même pas être là pour recueillir le rapport. Mais c'est, enfin, je trouve ça accablant, vraiment. Enfin, tu dis ça, voilà, bon, bah, heureusement qu'Emmanuel Macron fait des métaphores pourries qu'on peut se marrer, parce que ça, vraiment, c'est pas drôle. Ça, vraiment, c'est pas drôle. Et je trouve ça accablant du point de vue de la responsabilité politique, encore une fois. On revient, malheureusement, on revient à ce que j'ai dit à de multiples reprises, je l'ai dit encore vendredi dernier. La politique est devenue aujourd'hui l'art de ne pas dire ce que l'on fait et de ne pas faire ce que l'on dit. Voilà, c'est chaque jour, c'est quand même fou, hein. Chaque jour un nouvel exemple. Putain, pub, j'attends. Bon, je rends pas l'antenne, hein, je vais vraiment attendre. Hein. J'attends. Hop. J'attends. J'en profite pour remercier... Ah voilà, ça y est, c'est bon. On n'est plus que 3e audience française. C'est bon, on est derrière Ponce. Je profite de la pub pour remercier, bien sûr... Alors... Plowdroid, je crois. Juan Castoflex, je l'ai fait. Starzou et Pizou, voilà, on en était là. Je remercie Banisto pour son 22e mois d'abonnement. Merci Banisto, incroyable. Valalpha qui prime. Merci beaucoup, cher Valalpha. Lomaï qui prime. Merci, bienvenue. Damien HR, 4e mois d'abonnement. Merci infiniment. Saladeuse, 2e mois. Merci pour ce travail d'intérêt public. J'aurais voulu te voir à Paris durant mes congés. Mais qui aurait pu prédire qu'il n'y avait plus de place? Ah, qui aurait pu prédire? Merci, chère Saladeuse, pour ton 2e mois. À bientôt, je l'espère, en tournée. Se souvenir des jolies choses. 3e mois, quel beau pseudo. Se souvenir des belles choses. Hein. Incroyable film avec Isabelle Carré, il y a bien longtemps, souvenez-vous. Merci beaucoup. Poule géante, 2e mois d'abonnement. Et je n'exclus pas un 3e. Merci, chère Poule géante. Ainsi que Tophosor. Abonnement pour 3 mois, combien? Merci beaucoup, cher Tophosor, incroyable. Malchal, qui prime, merci infiniment. Ambiello, 3e mois. Belle journée à toutes et à tous, belle journée à toi aussi, merci beaucoup. Naughty76 qui prime, merci. Exilrian, 3e mois, merci infiniment. Noise. Ah, Noisette, ça y est, maintenant je sais lire le pseudo. Merci Noisette pour ton 4e mois. Incroyable, mais vrai. Merci Torchon Acaro, bienvenue, merci pour ton prime, bienvenue parmi les roublards. Arrives-tu à expliquer la métaphore? On l'a fait pendant 1 heure. Ah, faudra voir les replays. Hein. Faudra voir les replays. Merci Nens ainsi que Maverdave, merci beaucoup. Nens pour ton 2e mois de prime, Maverdave pour ton 2e mois d'abonnement, merci infiniment. Incroyable mais vrai. 35 secondes encore et on repart évidemment sur le décryptage. Là on est sur la tribune de Camille Kouchner. Les replays sont en sub-only, pas du tout. Enfin, pas encore. pas encore. Ça va venir. Et le jour où les replays seront en sub-only, on mettra les emotes aussi. Vous voyez, donc pour équilibrer. Tant qu'on n'a pas d'emotes, on garde les replays ouverts à toutes et à tous. Et puis de toute façon, les replays sont sur YouTube maintenant, grâce à Pemph. Bien sûr. Replay sur YouTube dès le lendemain, grâce à Pemph. Hop, 0 secondes, c'est bon. Coupure pub terminée. Alors,
On revient sur la tribune de Camille Kouchner. Tribune accablante, hein, je vous l'ai dit, accablante pour nous, hein, pour simplement, enfin voilà, tu lis cette tribune, tu passes une mauvaise journée, voilà, donc pardon pour les 3800 personnes à qui je fais passer une mauvaise journée. Tu lis cette tribune, tu passes une mauvaise journée, c'est terrible, c'est-à-dire que vraiment, honnêtement, enfin, encore une fois, Enfin, ce que dit Camille Kouchner mais pensez aux victimes, pensez aux 30 000 personnes qui viennent témoigner. C'est-à-dire que là... Attendez, j'ai marché... Ah, terrible. Oh, terrible, pardon, désolé. Hop, toc, voilà. Parce que vous voyez, les enquêtes et les rapports qui sont mis sous le tapis, je lis Kit Kat Killer. Oui, certes, il y en a beaucoup, et certes, c'est tout à fait dommageable, voire tout à fait scandaleux. Bon, on se souvient bien sûr du rapport Borloo sur la banlieue, rapport Borloo salué par absolument tous les acteurs de terrain qui disaient mais voilà enfin quelqu'un qui l'a dit à peu près ce qu'il faut faire de manière fine, pas idéologique. Souvenez-vous du rapport Borloo qui a été enterré par Emmanuel Macron lui-même dans une prise de parole très humiliante pour Jean-Louis Borloo. C'est-à-dire après que Jean-Louis Borloo ait fait un vrai travail de terrain auprès des associations pour essayer comme ça d'élaborer un rapport avec des recommandations fines pour améliorer la situation des banlieues les plus défavorisées. Emmanuel Macron qui reçoit ce rapport et qui le dévalue instantanément en disant, je cite, « Enfin bon, pardon, mais ça n'est pas deux vieux mâles blancs comme nous qui allons dire ce qu'il faut faire en banlieue. » Fin de citation. Bon, c'était complètement fou, tu vois. C'était vraiment, tu demandes un rapport à un type qui prend 6 mois pour le faire. Le rapport est salué par les associations de terrain, donc le rapport est salué comme de bonne qualité et comme ça, totalement délégitimé, dévalorisé en une phrase. Sachant que depuis, rien n'a été fait, bien sûr. Hein, rien n'a été fait. Lu et sans tape, c'est exactement ça. Mais tu vois, bon, quand c'est la Convention citoyenne pour le climat, pareil, bon, je reprendrai tout sans phare, sans filtre, à part 3 jokers ou 2 jokers, je ne sais plus ce qu'il avait dit. Tout ça pour que derrière, tous les conventionnaires témoignent du fait que, bah non, malheureusement, les propositions n'avaient pas été reprises. Bon. Quand c'est tout ça, c'est rageant, évidemment. Mais là, on parle d'un enjeu qui est un enjeu capital. Enfin, c'est vraiment demander à 30 000 personnes de venir témoigner des violences qu'il et elles ont suivies ou dont ils et elles ont été témoins. Parce que c'est pas que les victimes qui se sont exprimées, ce sont aussi les proches des victimes. Tout ça pour ne rien en faire, pour qu'il n'y ait même pas un ministre. Mais comment c'est possible? Honnêtement, comment c'est possible? Comment tu peux te permettre de faire ça? Et puis derrière, d'un point de vue politique, c'est ce que je commençais à vous dire, c'est-à-dire que c'est le nouvel avatar de quelque chose que l'on constate. Mais encore une fois, vous voyez, c'est pas, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les exemples. Enfin, croyez-moi que je passe pas le reste de mes journées à chercher assidûment comme ça dans le débat public un article qui vienne confirmer mes obsessions. Vous voyez, je suis pas en permanence à la recherche de nouveaux exemples. C'est que je me lève le matin, j'ouvre Le Monde et tous les jours un nouvel exemple. Ce qu'ils font, ils refusent de le dire, ils refusent d'assumer, de dire ce qu'ils font. Les exemples sont nombreux, il suffit de retourner voir pour le coup. Il suffit de retourner voir les nombreuses capsules qu'on a ressorties avec PEMF de ces lives, et vous verrez quantité d'exemples où les responsables politiques s'escriment à ne pas dire ce qu'ils font et à ne pas faire ce qu'ils disent. Et je n'ai qu'à renvoyer à la capsule sortie vendredi dernier, où on montre combien est-ce que sur... de quoi est-ce qu'on parlait? Je me souviens... Ah voilà, vendredi dernier, Emmanuel Macron qui se plaignait Vous voyez, Emmanuel Macron, vendredi dernier, qui se plaignait du fait qu'on le considère comme déconnecté. Alors même que, dans le même temps, le même jour, vous aviez la Cour des comptes qui disait « c'est bien de parler de planification écologique, mais rien n'a été fait ». Le même jour, vous aviez un article du Monde qui disait « c'est bien de parler de doublement des heures d'éducation civique et morale à l'école et d'avoir promis que ce serait le cas dès septembre 2024, mais rien n'a été fait, ça ne pourra pas être le cas ».
quelques semaines plus tôt, Bruno Le Maire, le chèque alimentaire, ils l'ont promis pendant des semaines et des semaines et des semaines, jusqu'à ce que Bruno Le Maire dise « Bah, écoutez, on va pas le faire, c'est pas sérieux, l'État ne fait pas de chèque en bois. » Et aujourd'hui, maintenant, c'est Camille Kouchner qui nous alerte sur le fait que la Civise a subi le même sort. L'État a dit « Oui, nous allons prendre à bras-le-corps la question des violences sexistes et sexuelles à l'égard des enfants. » D'ailleurs, c'est pas sexiste et sexuel, pour le coup, c'est sexuel. Nous allons prendre à bras-le-corps la question des violences sexuelles à l'égard des enfants. On va le faire dans une commission indépendante. Tout ça pour que cette commission indépendante, il n'y ait pas un ministre pour recevoir le rapport, que dans le même temps, l'État lance un autre plan élaboré dans leur coin, donc rien à foutre de la parole des victimes. Et tout ça pour que, in fine, les recommandations émises dans ce rapport ne soient absolument pas prises en compte. C'est ce que dit Camille Kouchner. Encore une fois, ils disent sans faire. Attendez, hop. Encore une fois, ils disent sans faire. Écoutez, voilà, je pense que ça pose un vrai problème d'éthique politique, pour le coup. Ça pose un vrai problème d'éthique politique. À qui profite le crime? En fait, c'est pas une question de crime, mais comme je le dis tout le temps, mais enfin, vraiment, le sens le plus minimal qui soit de la démocratie, le sens le plus étriqué possible de la démocratie, c'est le régime dans lequel les responsables acceptent la responsabilité. Les responsables politiques, les gouvernants, on va le dire comme ça, les gouvernants, ceux qui gouvernent, celles et ceux qui gouvernent, acceptent la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes devant les gouvernés. C'est ça la définition la plus étriquée qui soit de la démocratie. Vous voyez, on est très loin de Demos Kratos, le pouvoir au peuple. La définition la plus étriquée qui soit de la démocratie, la plus minimale. La définition de la démocratie la moins démocratique, si vous voulez le dire de cette manière provocante, c'est le fait de dire que la démocratie, c'est au moins, à tout le moins, le régime dans lequel les gouvernants, ceux qui gouvernent effectivement, acceptent de prendre la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes devant les gouvernés. C'est-à-dire, c'est eux qui décident, mais une fois de temps en temps, les citoyennes et les citoyens ont le pouvoir de les renvoyer. Vous voyez, c'est ça la définition la plus minimale qui soit de la démocratie. Les gouvernants gouvernent, la classe des gouvernants gouverne, les gouvernés, nous autres, on gouverne pas du tout, mais une fois de temps en temps, on a le pouvoir de renvoyer nos gouvernants. Donc c'est le régime dans lequel les gouvernants acceptent de prendre la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes devant les gouvernés. Mais comment peut-on parler d'un gouvernement qui prend ses responsabilités quand il ne cherche plus à argumenter ce qu'il fait? Parce que c'est ça normalement la communication politique, c'est donner les arguments pour justifier et convaincre de ce que l'on fait. C'est quand même ça la communication politique. C'est donner les arguments pour tenter de convaincre de la légitimité, de l'intelligence, de la pertinence de ce que l'on fait. C'est ça la communication politique. Mais là, la communication politique, c'est pas tenter de convaincre le peuple de la pertinence de ce qu'ils font, c'est dire ce qu'ils ne font pas et faire ce qu'ils ne disent pas. Comment peut-on encore, c'est l'art de dire sans faire et l'art de faire sans dire. Comment peut-on encore parler de responsabilité démocratique quand c'est à cela que s'apparente la parole publique? Je pose la question et je ne cesse de la poser dans ces lives et je la pose dans le spectacle. Enfin, vous allez me dire c'est mon obsession du moment, mais en fait c'est pas mon obsession. C'est la raison pour laquelle le spectacle qu'on a écrit avec Ferdinand Barbet s'appelle l'art de ne pas dire. C'est parce que c'est cette question qui nous obsède. Cette question qui nous obsède. Que devient ce régime que l'on appelle démocratie quand la parole publique ne vise plus à argumenter ce que l'on fait, à défendre ce que l'on décide, mais quand la parole publique devient simplement l'art de ne pas dire ce que l'on fait et l'art de dire sans faire, que devient encore la responsabilité de la parole publique? Il me semble que c'est pas de l'autopromo pour le coup, de toute façon le spectacle est complet, mais c'est pas de l'autopromo, c'est surtout une manière de vous expliquer que pour moi là, on est confronté à un enjeu politique majeur, un enjeu qui engage vraiment notre société politique et qui doit, je crois, toutes et tous nous tarauder, en tout cas qui moi me taraude. Qui moi me taraude.